Vous êtes très nombreux à avoir conscience de l'opportunité que représentent les Zero Knowledge pour le scaling des blockchains. Toutes blockchains leaders dans l'écosystème sont d'ailleurs en pleine transition vers le scaling ZK, en commençant par Ethereum avec Starknet, puis Solana avec Light Protocol et sa ZK compression, et même Bitcoin avec Alphen et potentiellement Starknet. Vous n'avez probablement aucun doute sur quelle est la meilleure solution de scaling. Tous les grands noms du domaine de la blockchain nous ont suffisamment expliqué que les Zero Knowledge Proof sont définitivement la dernière révolution cryptographique qui change le jeu des blockchains. Mais ne vous y trompez pas, cette technologie apporte autant une bonne scalabilité que bien d'autres avantages pour les blockchains. Toute rupture technologique amène de nouveaux leaders. Les cartes sont redistribuées, assurez-vous donc d'avoir la bonne pioche. Car celui qui saura s'adapter en intégrant cette nouvelle technologie se verra remporter la partie. Dans l'incroyable jeu de la blockchain, les règles sont simples. Il vous faudra une bonne scalabilité, certes, mais cela ne suffit pas. Il faudra aussi profiter de cette technologie à son plein potentiel. Les ZK, Zero Knowledge, ne sont en fait pas qu'une solution de scaling, mais aussi et d'abord de privacy. Ils sont aussi incroyablement efficaces pour la décentralisation, la sécurité et l'interopérabilité. Ah, on va beaucoup plus loin que la simple solution de scaling. Mais quelles sont ces blockchains qui tirent réellement parti des Zero Knowledge Proof ? Comment les Zero Knowledge Proof modifient le paradigme blockchain actuel ? Commençons par voir où en sont les leaders dans l'adoption de l'état de l'art des technologies blockchain. Vitalik a établi qu'Ethereum est suffisamment décentralisé et sécurisé, qu'il ne reste plus qu'à résoudre le problème de scaling, ce sur quoi absolument personne n'est en désaccord. Cette roadmap centrée sur les roll-ups a fait naître un vrai intérêt pour la recherche des Zero Knowledge. Ethereum n'avait pas comme objectif de remettre en question sa décentralisation par absence de concurrence et priorisant son scaling. Pourtant, ces mêmes Zero Knowledge sont révolutionnaires sur plus d'un plan. Mettre en second plan la sécurité et la décentralisation, qui peuvent être très largement améliorées, est une erreur qu'un projet plus petit et agile comme Mina n'a pas fait. Ce n'est pas si facile que ça en a l'air, puisqu'il faut des experts en mathématiques et cryptographie spécifiques aux Zero Knowledge. S'ils ont certes été multipliés par 2 ces dernières années, cela ne reste que peut-être 20 experts en Zero Knowledge multipliés par 2. Si ce n'était pas la priorité d'Ethereum, il ne faut pas que vous et moi n'oublions de s'intéresser à tout ce qui est possible de faire, avec la révolution technologique des Zero Knowledge Proof, dont les propriétés de scaling ne se limitent pas au nombre de transactions, mais aussi au scaling du nombre de validateurs, en réduisant la taille de bloc avec des preuves récursives de chaque nouveau bloc. Malgré tout, s'il reste discret à ce sujet, Vitalik a une roadmap pour la sécurité d'Ethereum et ne délègue pas l'avenir de l'évolution des blockchains qu'au Layer 2. La question du Layer 1 idéal, dont Bitcoin et Ethereum détiennent le duopole jusqu'à aujourd'hui, est d'abord contraint par le trilemme des blockchains. Mais il ne faut pas s'arrêter là, puisque les technologies disruptives peuvent faire évoluer les composants de la blockchain de base idéale, du Layer 1 idéal. Analysons d'abord quel est ce trilemme des blockchains et voyons vers quoi il évolue. Si on liste tout ce qui est important pour un bon Layer 1, on retrouve l'importance d'avoir une blockchain qui soit sécurisée. On parlera alors de Proof of Stake, qui détermine combien de capital est slashable en cas de faute. On parle aussi de décentralisation. Ce qui compte ici, c'est le nombre de validateurs dans le réseau blockchain. On prend souvent l'exemple de Solana qui n'est pas très décentralisé, car ce qui est demandé pour devenir un opérateur est très lourd. Cela fait partie des compromis que doivent faire les blockchains de première génération à la recherche de performance. A l'inverse, Bitcoin fait le compromis opposé pour maximiser la décentralisation en ne demandant aux opérateurs que de n'avoir de petites machines. Bitcoin fait le choix très conscient de limiter sa taille de bloc. Cela a d'ailleurs valu la Block Size War, la guerre de la taille de bloc, entre le camp de ce qui deviendra Bitcoin Cash et le Bitcoin que nous a laissé Satoshi avec une faible taille de bloc. C'est pour vous dire à quel point la décentralisation est un sujet central. Des gens se battent pour ça. La taille de bloc définit la facilité qu'ont les gens à participer au réseau. Mais un deuxième paramètre important rentre en compte. C'est celui du consensus, qui permet aux opérateurs de communiquer et de se mettre d'accord sur ce qui est valide dans un bloc. C'est un système de coordination entre opérateurs. Là encore, il existe deux camps qui s'opposent. D'un côté, le consensus Tendermint qui demande à tous les opérateurs de communiquer chacun les uns aux autres, ce qui augmente exponentiellement le nombre de communications pour chaque validateur supplémentaire, et ce qui limite rapidement la décentralisation de la blockchain. D'un autre côté, nous avons le consensus Nakamoto, qui ne limite aucunement le nombre d'opérateurs. Ici, on ne demande pas à tous les opérateurs d'être d'accord avant de passer au prochain bloc. Ce qui compte, c'est la chaîne de blocs la plus longue, sur laquelle le plus grand nombre d'opérateurs sont d'accord. La dernière caractéristique importante pour une blockchain, c'est la scalabilité, la performance. Pouvoir opérer un maximum de transactions en un minimum de temps, et ce à bas coût.
On comprend très vite pourquoi il n'est pas possible d'avoir à la fois une bonne décentralisation, une bonne sécurité et une bonne scalabilité. Vous devez en choisir deux et vous ne pouvez pas avoir le troisième. Sinon, il faudrait qu'on puisse à la fois avoir une grosse taille de bloc pour maximiser le nombre de transactions par bloc et en même temps avoir de petites machines faciles à décentraliser et un consensus Nakamoto pour ne pas limiter le nombre de validateurs. Avant les Zero Knowledge, il n'était pas possible d'être sécurisé, décentralisé et performant en même temps. C'est le fameux trilemme de la blockchain. La première génération de blockchain a ses propres compromis et le marché a offert une prime à la décentralisation. Si on définit la génération d'une blockchain par le nombre de révolutions technologiques adoptées, on comprend très vite qu'il y a une première génération avant le développement des Zero Knowledge Proof et une après. Dans la première génération, on retrouve les blockchains Bitcoin, Ethereum et Solana, avec chacun ses compromis. Les blockchains s'adaptent plus ou moins rapidement grâce à la forkabilité et consensus social. Ces premières générations ont donc la possibilité d'évoluer et de transitionner vers une blockchain de deuxième génération, qui passe d'un paradigme où la décentralisation, sécurité et scalabilité ne sont plus l'objet d'un trilemme. Cela laissera évidemment la place à un nouveau trilemme de compromis, que j'ai personnellement identifié comme celui de la souveraineté, sécurité et interopérabilité. Il s'agira d'un trilemme beaucoup plus désirable, produit par la modularité et le sharding des blockchains. On parlera de ces compromis et conclusions personnelles plus tard. Je vous propose de revenir sur le sujet principal de cette vidéo, comprendre comment Mina s'inscrit dans ce layer 1 idéal de nouvelle génération. Pour comprendre comment Mina permet à la fois aux blockchains d'être décentralisées, sécurisées et performants, il faut d'abord comprendre les deux particularités suivantes. Mina est une blockchain modulaire, c'est-à-dire qu'elle va se concentrer sur une seule couche d'infrastructure blockchain et le faire parfaitement. La deuxième particularité, c'est celle qui va faire de Mina la couche de règlement par excellence. Mina est la chaîne la plus légère du monde. Sa taille de bloc est de 22 kilobits avec une taille fixe, contre 300 gigabits sur les autres chaînes. Donc 14 millions fois plus grande, avec une augmentation de la taille bloc après bloc. Mina doit cet exploit aux Zero Knowledge Proof, qui sont utilisés pour prouver sa propre chaîne de manière récursive. Si je devais définir Mina en un mot, je dirais une preuve. Mina est une preuve d'une preuve qui est elle-même la preuve de toutes les précédentes. Les Zero Knowledge utilisés par Mina produisent des preuves snark, ce qui permet aussi à Mina d'être entièrement privée. La nature succincte de Mina facilite la participation à la décentralisation. Cela garantit une sécurité robuste pour tous les utilisateurs qui ont une ressource limitée et permet une décentralisation inégalée. Mina est donc extrêmement décentralisable, mais comme on l'a vu, le consensus peut limiter la décentralisation. Et c'est sans surprise que Mina utilise un consensus aux propriétés similaires au Bitcoin qui ne donne aucune limite à sa décentralisation. Tout comme le consensus Nakamoto de Bitcoin, qui est conçu pour être hautement décentralisable et résilient, le mécanisme de consensus de Mina favorise une décentralisation robuste en permettant à chaque nœud de choisir le bloc, donc une chaîne commune. Même si Mina utilise une méthode Proof of Stake plutôt que Proof of Work. Cela confère au consensus de Mina des propriétés similaires de résilience et de flexibilité. Comparé au mécanisme de preuve de travail de Bitcoin, Mina utilise un mécanisme de preuve d'enjeu pour arriver à un état canonique en cas de fork. Mina résiste à l'attaque civile avec le Proof of Stake, ce qui permet à tout et à chacun de valider et staker ses Mina pour gagner du pouvoir de vote nécessaire au consensus. En récompense, les stakers reçoivent les frais de réseau que les utilisateurs payent. Mina offrirait donc une incroyable décentralisation et sécurité, mais qu'en est-il de la scalabilité ? Les ingénieurs ont développé différents frameworks permettant aux développeurs de profiter des meilleures technologies de scaling. O1JS permet de construire des ZK apps avec une technologie rollup directement en TypeScript. Ce n'est pas la version la plus scalable, mais elle permet de construire tout type d'applications généralistes, profitant directement de circuits ZK préconstruits. La ZK app est vérifiée par Mina et fonctionne sur le navigateur, votre ordinateur ou téléphone. Et tout ça à partir d'un langage de programmation extrêmement utilisé dans le Web 2. La deuxième solution construite par Mina est ProtoKit. Il est plus performant et plus spécifique. Il permet de construire des ZK AppChain interopérables qui préservent l'anonymat. Ce SDK permet aux développeurs de Mina et O1JS d'accéder à de plus grandes performances et plus de souveraineté, avec des séquenceurs décentralisables et modulaires. En conclusion, la thèse de Mina a dès le début, avant que Celestia existe, été celle de la modularité, qui, nous le savons aujourd'hui, est clairement déterminant pour la deuxième génération de blockchain. Avec son layer 1 dissocié de la couche de données et de la couche d'exécution, Mina se spécifie en cassant le trilemme des premières blockchains. Il va même jusqu'à faire partie de la bonne pioche en profitant des ZK pour
l'interopérabilité avec la ZK vérification, qui permet au layer 1 et layer 2 de communiquer en prouvant la validité de chaque échange, pour la privacy grâce à la cryptographie des ZK snark, pour la décentralisation avec la ZK récursion pour une chaîne légère, mais aussi et enfin pour le scaling, en vérifiant un très grand nombre de transactions à partir d'une petite preuve, grâce au Zero Knowledge Proof. Mina est la blockchain ZK pour un internet sécurisé, privé, composable et vérifiable. Mina fait partie des projets à suivre, et dans de prochaines vidéos, nous verrons ensemble la synergie des deux acteurs majeurs de la modularité, Celestia et Mina. L'objectif est aussi de suivre la roadmap récemment publiée qui permet une expansion de l'écosystème ZK au niveau applicatif. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'aurez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à t'abonner pour suivre toutes les avancées de cet écosystème. Ciao les cosmonautes.